prévisionnelle, maintenance prédictive maintenance. Je sais qu'il y a des adeptes de la langue française qui disent maintenance prévisionnelle. Prédictive maintenance, c'est le terme anglais. Vu qu'on ne prédit pas les pannes, on les prévoit. C'est une petite nuance qui dans la traduction française, n'a pas un petit peu échappé à la traducteur. Bon, bref, en tout cas, ici, on va parler de maintenance prévisionnelle avec Daniel Mazière de la société UE System, qui va nous parler donc d'une des briques de l'industrie 4.0, qui est celle des ultrasons. De cette méthode de diagnostic que l'on connaît parfois trop peu, je crois, mais en tout cas qui peut s'avérer une très bonne alternative pour détecter, prévoir les pannes sur des installations industrielles. Voilà, et puis je te laisse la parole, Daniel, et à tout à l'heure pour les questions. C'est ça. Bonjour à tous. Merci pour votre présence, merci pour votre temps et pour votre attention. Merci à Olivier et au magazine Production et Maintenance de nous permettre cette présentation aujourd'hui. Comme tu viens de le dire, les 45 minutes que nous allons passer ensemble vont traiter donc de maintenance prévisionnelle ou de predictive maintenance in English pour ce qui est de la surveillance des machines tournantes. Donc deux petits mots de la société pour laquelle je travaille et de moi-même. Donc la société pour laquelle je travaille s'appelle UE Systems. Nous sommes fabricants des appareils, des instruments que je vais vous présenter depuis une quarantaine d'années, depuis 45 ans exactement. Nous ne fabriquons que ça, que pour ces applications-là, en l'occurrence la surveillance des machines tournantes. Donc le marché que nous adressons est essentiellement l'industrie. Les solutions que nous proposons systématiquement pour ces opérations de maintenance prévisionnelle sont composées de trois parties. Une partie matérielle, une partie formation sur site et une partie accompagnement. C'est-à-dire qu'on part d'une plage blanche, on considère, comme l'a dit Olivier, qu'entre guillemets le marché, et ce qui est un petit peu le cas quand même pour la partie machine tournante, n'est pas très éduqué sur la partie ultrason. On ne sait pour l'instant pas trop ce qu'on peut faire avec ça, donc c'est parfait, ça ne nous gêne pas du tout. On part de cette page blanche-là pour arriver à mettre en place une solution qui arrive à non pas vous faire prédire les pannes, mais en tout cas essayer de les anticiper au plus possible, de les prévoir. On va voir comment. Pour les gens qui sont en train d'arriver ou qui viennent d'arriver, je fais passer une petite feuille sur laquelle vous pouvez noter votre adresse mail si vous voulez, pour que je vous envoie la présentation, si ça vous intéresse. Il y avait un stylo avec. C'est le vôtre, merci. Je sais pas. Ok. Donc voilà, les applications, donc on a fabriqué ce matériel-là. On va aujourd'hui traiter de ceci, l'inspection mécanique de machines tournantes. Au-delà de ça, les applications qui sont mises en œuvre avec ce même système sont là. Il va d'abord s'agir de détection de fuite de gaz sous pression, de système de détection de fuite sous vide et plus globalement de détection d'étanchéité. On va aussi savoir détecter des fuites internes sur ces systèmes de canalisation sur lesquels on va avoir des vannes ou des purgeurs de vapeur pour les industries qui ont ce type d'équipement. Et enfin, chose à laquelle on ne pense pas trop, ou encore moins peut-être que les autres, dès lors que sur des systèmes électriques, surtout à haute tension, on génère des défauts du type effet corona, décharge partielle, amorçage et desserrage, on va aussi générer une onde ultrasonore que notre oreille n'entend pas, mais que nos systèmes entendent, localisent, enregistrent, et que l'on peut analyser donc, exactement comme on va le faire ici, pour arriver à déterminer le type de défaut auquel on a affaire. Donc ce à quoi on va s'attaquer, c'est ici. On va considérer que tout ce qui tourne et qui par rotation met en contact deux pièces mécaniques, même si notre oreille humaine ne l'entend pas toujours, surtout dans un environnement industriel brillant, crée une friction, donc je crée un frottement, et je crée un niveau ultrasonore. Ce niveau ultrasonore, on va venir le détecter avec nos appareils. Vous me voyez certainement venir, si le niveau de friction, si toute friction crée des ultrasons, le niveau ultrasonore que l'on va mesurer, que l'on va détecter par contact avec ce type de module sur un palier, matérialisé ici par les carrés rouges, va donner lieu, dans un premier temps de façon toute simple et basique, à la mesure de l'intensité en décibels, comme vous le voyez sur mon écran, sur l'écran de mon appareil, qui va correspondre, cette intensité en décibels, au niveau de friction de mon palier. De façon très simple, plus le niveau de friction de mon palier va être élevé, plus je peux supposer, entre guillemets, que mon palier est défaillant.
Donc ça, c'est pour la base de ce que l'on va, du principe de notre mesure. Voilà. Donc tout ceci, ça va s'appliquer à tout ce qui tourne. Donc au roulement, au palier, au moteur, aux boîtes à engrenage. Donc quand je vais mettre en contact des roues dentiers dans un réducteur, dans une boîte à vitesse, peu importe l'équipement. Je vais également détecter la cavitation des pompes. Pour les gens qui ont des pompes, la cavitation des pompes dans le corps d'une pompe, même si on ne l'attend pas, va générer dans le corps de cette pompe une onde ultrasonore que je vais retrouver sur le corps de ma pompe, et que de la même façon, je vais venir détecter par contact avec ce capteur ultrasonore que je vais plugger sur le corps de ma pompe, et toujours en mesurer l'intensité ultrasonore. L'objectif de cette affaire, j'aurais dû surligner en jaune ou en rouge, je ne sais pas, cette première phrase ici, c'est qu'avant de faire de la maintenance prévisionnelle, d'essayer de prédire l'avenir pour employer le jeu de mots, mais en tout cas, avant d'essayer de prévoir si une panne va arriver ou pas, ce qu'il faut que je sache faire, c'est un diagnostic in situ. Ce diagnostic in situ est fait de façon très simple, par une simple écoute de ce que me traduit l'appareil, qui va venir sur le corps de mon palier ou sur le corps de ma pompe détecter le niveau ultrasonore, en mesurer l'intensité en décibels comme vous voyez là, et me traduire ces ultrasons en son, puisque mon oreille humaine ne peut pas les entendre, ces ultrasons. Il y a une opération de transformation du signal dans cet appareil qui me permet à moi, humaine, d'avoir une image audible de ce qui se passe sur le corps de ma pompe, sur mon palier, sur mon réducteur, sur mon moteur, sur tout ce que j'écoute. La première des choses que l'on va faire ici, quand on va vouloir écouter, c'est que, de façon simple et basique, quand on entend un son, on entend deux choses. En tout cas, on a deux critères très simples pour caractériser un son. Le premier, on vient d'en parler pendant 5 minutes, c'est son intensité. Est-ce que c'est un son qui est élevé ou pas? Donc je mesure son intensité en décibels. Le deuxième, s'il y a des musiciens ici, ils voient très bien à quoi je fais allusion, c'est son timbre. Pour faire simple à ce que notre oreille humaine entend, typiquement, est-ce que j'entends un son qui est grave ou un son qui est aigu? Là, on ne va pas chercher un son grave et aigu, puisque ce que l'on entend correspond au niveau de friction de mon palier. Si mon palier, en gros, n'est pas défaillant, pendant sa rotation, je vais avoir un niveau de friction régulier, donc je vais entendre un son régulier. C'est avec la signature sonore d'un palier bien portant, d'un roulement bien portant. Plus cette signature sonore sera irrégulière, c'est-à-dire plus j'entendrai des pics de façon audible dans mon casque, plus cette friction sera régulière, et donc plus, typiquement, mon roulement, mon palier sera endommagé. C'est aussi simple que ça. Et la première des choses que l'on fait, c'est apprendre les utilisateurs à écouter. On ne fait aucune mesure, on ne fait aucun suivi, on ne fait aucune prévision, entre guillemets, si je peux dire, aucun suivi dans le temps, avant de savoir faire ça. Une fois qu'on sait faire ça, puisqu'on sait en enregistrer, en plus de l'écouter, cette intensité en dB, eh bien on va la suivre dans le temps. Et on va dire aujourd'hui, ce palier lambda 1 du moteur delta 3, combien 10 décibels. Aujourd'hui, le 26 décembre 2018, son niveau de friction, enfin le niveau ultrasonore qui correspond à son niveau de friction est 10 décibels. On va mettre en place un suivi, je vous passe certains éléments, on va mettre en place sur cette valeur en décibels un suivi graphique qui ressemble à ça pour chacun des paliers, au moins pour les paliers critiques, ou ceux que je veux suivre, de mon installation. Pour l'instant, on ne va regarder ici sur l'axe des ordonnées que le niveau en décibels qui correspond à ce niveau de friction. Là-dessus, on va avoir 3 zones. On va déjà savoir à un instant T0 aujourd'hui, le temps commence aujourd'hui, vous apprendre par cette écoute et par cette mesure, apprendre la référence à l'instant T0 de mon palier. Ça va être ma ligne verte. Par rapport à cette référence-là, on va mettre en place 2 niveaux de friction. Le premier, alarme de graissage. Le deuxième, alarme de prédéfaillance. On considère que la première cause d'origine qui fait s'élever dans la plage des ultrasons le niveau de friction, donc le niveau ultrasonore de mon palier, c'est avant de dire j'ai 4 billes carrées, j'ai 3 bagues défaillantes, j'ai quelque chose de défaillant qui se passe dans mon palier, c'est juste un manque de graisse. C'est-à-dire que j'ai un niveau de friction un petit peu plus élevé que ce qu'il était à la référence. Il peut être tout à fait régulier. Par contre, à partir d'un certain niveau, je considère que si je le graisse, eh bien, je suis capable de faire diminuer ce niveau de friction. Donc en faisant ce genre de suivi, je fais déjà 2 choses. Je suis l'état de santé, l'état de friction de mes différents paliers, et je détermine 2 autres choses concernant mes graissages, c'est est-ce que j'ai besoin de graisser mon palier, oui ou non. Si je suis en zone verte, non. Dès lors que je dépasse la zone jaune, oui. Et la deuxième des choses qui est hyper importante pour les gens qui s'occupent de graissage, c'est quand
C'est-à-dire, en l'occurrence, là, le 10 mai, je crois, si j'arrive à lire, 2010, puisque mon graphe date de 2010. Deuxième information cruciale, c'est-à-dire que j'ai quelque chose qui tourne, je sais que ça a besoin de graisse, et je sais quand. Il me manque une troisième information, c'est de dire, ok, j'avais une référence à 32 décibels, ou 36, je ne l'ai pas bien sur mon graphe. Aujourd'hui, j'en suis à 40, 42. J'ai dépassé mon niveau d'alarme. Quelle est la quantité de graisse qu'il va me falloir pour redevenir au niveau de pour ramener le niveau de friction de mon palier à son standard? Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Puisque le niveau de friction, puisque la graisse a pour seul but de faire diminuer ce niveau de friction, si mon capteur ultrasonore vient mesurer le niveau ultrasonore qui correspond à ce niveau de friction, si je graisse pendant que j'écoute, à un moment donné, je vais entendre ce niveau de friction diminuer, donc le son dans mon casque diminuer, la valeur en décibels diminuer, et il va arriver un moment, au bout de 2, 3, je ne sais rien, peu importe la taille, la quantité de graisse nécessaire, il va arriver un moment où la graisse va avoir fait son effet, où je vais continuer à graisser, et ce niveau de friction va arrêter de diminuer. Il a ce qu'il faut. Ça ne sert à rien de lui donner plus. Tout ce que je vais lui mettre en plus, ça va certainement pas contribuer à faire diminuer ce niveau de friction. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais garnir, surgraisser la cage de roulement qui est dans son palier. La première partie du roulement qui va souffrir, c'est, comme vous le savez, ou ceux qui sont en tout cas dans cette partie-là, c'est la partie la plus faible de mon palier, de mon roulement, c'est-à-dire les vagues d'étanchéité. Et j'ai acheté un super roulement étanche qui me coûte je ne sais pas combien chez SKF, chez SNR, chez peu importe lequel. Et je me retrouve, surtout dans un environnement industriel un petit peu hostile et poussiéreux, avec une passoire à impureté. Et c'est de là, déjà en ne gérant pas correctement ce graissage, que je crée ces points-là. C'est de là que je crée, ce genre de choses. Ce genre de choses dans un roulement, ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça n'arrive pas tout seul. Il y a bien quelque chose à un moment donné qui s'est introduit là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule chose. Mais le fait est, ce que je veux vous montrer par là, c'est que, en mettant en place ce genre de suivi, je fais des pierres de coups. J'ai une photo de l'état de santé, du niveau de friction de chacun de mes paliers, surtout pour ceux qui sont critiques. Donc j'ai quand même une plus belle, une information plus importante sur l'état de santé de mes paliers. J'en suis les besoins en termes de graisse. Je gère les périodicités de graissage, je gère les quantités de graisse que je vais administrer à chacun de mes paliers. Et enfin, je vais également, dans la liste de mes paliers que je vais avoir détectés en alarme, avoir des points ici qui vont être en zone rouge. Alors ça, il faut le relativiser, parce que c'est en zone rouge d'un point de vue de l'ultrason. C'est-à-dire que ce que je pensais vous dire ici, c'est vous commenter la courbe suivante. C'est-à-dire que ce que l'on fait avec ce type de capteur, on ne vient pas mesurer comme analyse vibratoire la vibration physique du palier qui existerait dès lors que je suis défaillant. Je viens mesurer un son dans la plage des ultrasons qui se trouve contenu dans le corps du palier s'il n'y a pas de discontinuité de matière entre l'endroit où est créée la friction et l'endroit où je pose mon palier. Typiquement, un roulement neuf a déjà un roulement neuf bien graissé avant même d'être défaillant, à un niveau de friction sans être énorme, même un roulement à faible vitesse, qui est déjà suffisant pour me créer un signal. Si ce niveau de friction existe déjà avant même que j'ai une défaillance, j'ai tout le loisir de le voir évoluer et en l'occurrence augmenter dès lors que le niveau de friction va s'élever. Typiquement, ça nous permet de dire qu'on est dans la plage prédictive, voire même proactive, de la détection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon palier génère déjà un signal avant d'être défaillant, je vais pouvoir intervenir au plus tôt avant que cette défaillance devienne grave et que ce niveau de friction devienne grave. Si j'ai l'information tôt, au plus tôt je vais avoir l'information, au plus loin je vais être de ce point de défaillance-là, et au plus je vais avoir de temps et de loisirs pour intervenir. Et typiquement, la première intervention, c'est mon fameux graissage. C'est mon fameux premier point d'alarme, premier niveau d'alarme ici. Si je gère correctement ça, je vais éviter un grand nombre de points qui sont ici. C'est l'intérêt des ultrasons, la précocité de détection. La précocité de détection liée au fait que l'on peut enregistrer et mettre en place la maintenance 4.0, ce type de suivi, me permet d'éviter au plus possible ce type de défaillance. Ce raisonnement-là, ce principe-là, je vais l'appliquer à tout ce qui tourne
et qui par rotation va mettre en contact deux pièces métalliques. C'est-à-dire roulement, palier, réducteur, roulement à billes, roulement à galets. Bien sûr, comme pour toute chose dans la vie, il y a le contre-exemple. C'est-à-dire que le parfait contre-exemple pour nous, c'est les paliers lisses. Il n'y en a pas partout, mais il y a des équipements où il y en a. Les paliers lisses, vous allez me dire, on n'est pas en train, heureusement, de mettre en contact deux pièces métalliques. Hein. Entre la partie fixe et la partie tournante, j'ai mon fameux fil d'huile qui me permet cette rotation. Ce contre-exemple, il fonctionne très bien. Parce qu'un palier lisse fonctionnel et qui n'est pas défaillant va avoir une signature sonore très régulière, avec un niveau en décibels lambda à l'instant T. Dès lors, pareil, je vais mettre en place ce genre de suivi. Le diagnostic sera encore plus simple parce que dès lors que je vais m'élever encore plus sur un palier lisse que sur un roulement, dès lors que cette valeur va s'élever, ok, je vais avoir une valeur plus importante, je vais la retrouver sur mon graphe ici, mais je vais entendre dans mon casque une signature sonore qui n'est plus du tout régulière. Il y a deux causes d'origine essentielles qui peuvent créer cette signature sonore irrégulière. Soit un problème d'alignement sur mon palier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un contact physique entre la partie tournante et la partie fixe. Ça, c'est typique, on entend des cycles dans le casque et on voit ces cycles sur l'écran de l'appareil. Soit des impuretés métalliques dans le fil d'huile. Et là, j'ai un bruit de crépitement dans le casque qui n'est pas du tout naturel pour un palier lisse et qui n'a pas lieu d'être. Dans tous les cas, même si je suis sourd, je prends le cas le plus favorable volontairement, si j'arrive ici à être en alarme, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le principe. Comment je matérialise tout ça? Comment je mets en place tout ça? Vous avez vu que jusque-là, on n'a pas regardé un seul spectre, une seule fréquence, rien du tout. Il y a deux choses à faire. La première, c'est que, comme je vous le disais au début, ça fait 45 ans qu'on fabrique ce type de matériel qu'on est là-dedans et que là-dedans. Il y a chez nous un département R&D qui se divise en deux parties. Une partie qui étudie l'onde ultrasonore pour chacune des applications que vous avez vues. Donc ça veut dire que pour chacune des applications, on va connaître les fréquences des fondamentaux, les harmoniques, plein de choses concernant l'onde. Et en fonction de ce qu'on connaît de l'onde, on va designer et développer le matériel sur la partie hard, sur la partie soft embarquée et sur la partie soft qu'on fournit avec ça, qui va permettre de se caler sur la et les fréquences que l'on souhaite écouter et pas les autres. Ça veut dire que la première des choses à faire, pour cette application-là, on va régler une fréquence d'écoute et non pas une fréquence liée à la rotation. Une fréquence d'écoute sur l'appareil qui va faire en sorte que quand je vais plugger ce capteur sur le palier, l'appareil ne va écouter des sons, des ultrasons précisément, qu'à plus de moins de 2 kHz autour de cette fréquence. Tout le reste, il va le filtrer. Ça veut dire que si je suis dans un environnement sonore, ce qui est le cas 9 fois sur 10 dans l'industrie, très brillant, où je ne m'entends même pas parler, je m'en fiche. Parce que tout ce que j'écoute, c'est dans la plage des ultrasons, et que là-dedans, je viens en plus régler la fréquence, pour être au pile poil à la fréquence que je souhaite. Ça, c'est la première des choses. Quand j'ai fait ça, pour mettre en place ce genre de suivi, on va, dans le logiciel, dans la photo logicielle que vous voyez là, créer la maintenance 4.0, je me répète, une ronde d'inspection sur laquelle on va créer en fait un carton vide avec des tiroirs vides et des compartiments vides que l'on va nommer chacun d'eux, qui vont correspondre à chacun des points que je veux mesurer. Quand je vais avoir ce carton vide avec ces petites étiquettes sur mes petits compartiments, je vais transférer cette ronde d'inspection, cette arborescence-là dans l'appareil, et je vais me retrouver sur l'écran de l'appareil, en haut à gauche, comme vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas transféré, vous allez donc avoir sur l'écran de l'appareil le nom de chacun des points que je veux inspecter. Moteur 1, roulement 1, moteur 1, roulement 2, moteur 15, roulement 25, peu importe la nomenclature nominative que je donne, mais je vais nommer tous les points que je veux mesurer. Quand je vais avoir fait ça, je vais transférer donc, quand je vais avoir transféré cette ronde vierge dans l'appareil, la première des mesures que je vais prendre, c'est celle-ci. Quand je vais avoir pris cette mesure, il va avoir, à partir de la deuxième mesure, il va avoir en mémoire pour chaque point la valeur de référence et les 2 points. Ça veut dire que lors des rondes suivantes, dès lors que je vais dépasser un niveau d'alarme ici, cette valeur-là, si je suis en alarme, pour le point en question, il va me l'afficher en rouge. Et que, en plus de ça, il va venir me visualiser et m'enregistrer automatiquement une autre grandeur, qui est la forme d'onde, comme vous voyez ici, qui correspond à cette valeur. J'aurais pris le soin au préalable d'enregistrer, si je veux faire les choses de façon correcte, cette forme d'onde lors de la référence également. Et là, vous me voyez venir, j'ai une forme d'onde ici avec une valeur en décibels. Tant que je vis dans cette zone-là, ça ne sert à rien. Ici, je graisse, ok, très bien. Tant que je ne dépasse pas ce niveau d'alarme,
Je ne vais pas m'enregistrer des formes d'ondes à chaque fois, je ne vais pas remplir ma carte SD ou ma base de données pour rien. Par contre, dès lors que je vais arriver ici, très simplement, lui en automatique, il va me réenregistrer cette forme d'onde pour donner lieu, pardon, j'ai pas l'habitude de cette présentation pour tout vous dire. Je utilise une plus longue et plus complète et il me manque la forme d'onde là-dessus. Pour donner lieu, excusez-moi, sur la partie logicielle, à une autre forme d'onde comme ceci, mais qui existera au moment où je serai en alarme, c'est-à-dire ici. Et là, typiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir superposer ces deux formes d'onde. Si la cause origine de cette élévation en décibels est le palier que j'ai inspecté, je vais avoir un squelette de formes d'onde qui seront identiques pour la partie basse et des pics qui arrivent. Ça, sans faire encore une seule analyse de fréquence, sans rien connaître entre guillemets à tout ce qui peut se passer d'un point de vue fréquentiel dans mon palier, ça me permet de confirmer que c'est un problème de mouvement. Les deux intérêts de cette affaire, sans même parler de forme d'onde encore, c'est la rapidité et la simplicité de mise en œuvre. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai créé une ronde d'inspection en nommant des points sur mon logiciel. J'ai écouté, la seule chose qu'il me faut, c'est pas avoir des problèmes auditifs, écouter ce qui se passe et mesurer l'intensité en décibels qui correspond au niveau de friction. Quelle que soit la cause d'origine qui a créé cette élévation de friction, il y a quelque chose qui se passe. C'est le niveau d'alarme. Donc voilà pour le principe. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite au niveau du graissage? Est-ce que je suis dans les temps, Olivier? Oui, tout à fait. Super. Je me méfie parce que je sais être long. Donc bon, ça c'est des exemples sur ce qui peut se passer quand j'ai des choses qui sont surgraissées. Je ne sais pas si je peux vous faire écouter, je ne sais pas si ça marche avec les... Je peux essayer. Si je peux vous faire écouter ce qu'on entend dans le casque. Je ne sais pas si vous entendez, c'est du HDMI. Ça, j'ai cliqué sur la petite icône. Bon, vous entendez un son régulier, c'est ce que j'entends dans le casque. Dès lors que je vais être sur quelque chose, pour le même palier, qui est déjà plus irrégulier, comme je vous disais, j'entends quelque chose comme ça. Si la cause origine de cette élévation, que je n'ai pas en tête forcément, puisque j'ai 2500 roulements dans mon usine, je ne peux pas connaître exactement, retenir la signature sonore de chacune. Je connais le principe. Mais imaginons que cette valeur-là soit reliée à un point qui soit en alarme ici de graissage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir graisser mon palier pendant... Je vais venir écouter mon palier pendant que je le graisse. Votre attention s'il vous plaît. Il est... Alors là, il y a trop de bruit, on n'entend pas. Sur mon PC, si vous voulez, il était... Je vais vous la refaire. Il était... Le propriétaire est attendu de toute urgence au commissariat général du salon. Que la dame est finie de parler, je sais pas. C'est ta voiture. C'est ma voiture, alors je m'en vais tout de suite. Non, là, je suis... 70 LYZ. Merci. Donc, je vous refais celle-ci. Un palier bon. J'entends un bruit régulier, une signature sonore régulière, un niveau de friction régulier sur toute la rotation, la révolution de mon roulement. Un beau jour, je suis en alarme, je suis beaucoup moins régulier, ça donne ça. En général, plus élevé et moins régulier. Je vois, peut-être devant, vous l'entendez un peu mieux. Ok. Imaginons que ça, ce soit juste un problème de graissage, je vais venir écouter pendant que je graisse, ça donne ça. Je gratte, je graisse, je diminue. C'est un cas d'école, c'est une présentation. Qu'est-ce qui se passe? L'opérateur, et j'enchaîne sur ma... Alors, avant de vous dire ça, je vais vous dire autre chose. Pour générer ce genre de suivi, pour faire ce genre de suivi correctement, j'ai besoin d'un outil complet qui est là. Maintenant, dans les industries 4.0, on essaie de séparer, de trier les variables, si je peux dire, ou plus on sépare les choses, au mieux elles sont faites en général. On va avoir des gens qui vont être responsables de mettre en place ce genre de suivi, des gens qui vont être responsables de mettre en place des actions curatives, des actions correctives, et on va avoir des gens qui vont être chargés du graissage. Et les gens qui vont être chargés du graissage, plutôt que de leur dire, comme vous faisiez jusqu'à maintenant, je prends mon fichier Excel, ma ronde de graissage, je vais tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe le nombre d'heures, graisser tel et tel palier, je dis hop, t'arrêtes de graisser. Tu n'iras graisser que les paliers qui sont en alarme, et tu vas en plus les écouter pendant que tu les graisses. Et si tu n'es pas la même personne que celle qui a mis ça en place, je vais te mettre dans les mains un autre outil qui est, excusez-moi, là,
dans lequel je vais transférer la sous-ronde de l'inspection qui ne sera que celle des points en alarme que j'ai eu. Tu ne vas aller graisser que ces paliers-là qui auront leur nom. Tu vas les écouter pendant que tu les graisses. Quand le son va arrêter de diminuer comme vous l'avez entendu, tu vas arrêter de les graisser, ça veut dire qu'ils en ont assez, peut-être j'en ai plus. Et tu vas enregistrer la valeur en dB, puisque lui il le permet, après le graissage, dans une carte SD de la même façon, pour venir mettre à jour mon graphe, et notamment donner lieu à ce point. Et ce faisant, je peux même là-dedans, dans ce petit appareil, rentrer le nombre de coups de pompe à graisse. Dans mon logiciel, calculer un volume, enfin lui donner un volume par coup de pompe à graisse, un poids pardon, poids de graisse par coup de pompe à graisse et le coût de la graisse, ce qui va me faire en plus de tout ça, il va me calculer le coût de graissage et qui va me dire à un moment donné si je peux même mettre des alarmes sur ma quantité de graisse employée, de sorte à ce que si à un moment donné j'ai pas plus de paliers défaillants mais que j'emploie plus de graisse, elle part bien quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans mon équipe, en plus de faire ça, je vais gérer les gens qui graissent. Pour faire simple. Pourquoi on est aussi pointillé là-dessus? Parce que le graissage, comme a eu l'honnêteté de nous le dire FAG, le graissage à roulement équivalent bien monté, c'est plus de 60% des causes origines des durées de vie de roulement qui n'atteignent pas les durées de vie pour lesquelles les constructeurs, les prédictions des constructeurs. C'est-à-dire que j'achète un roulement qui doit durer, je ne sais pas combien d'heures, je le monte correctement, il n'y arrive rien de particulier. Pour une raison, ce roulement ne dure pas, je ne sais pas moi, il m'est donné pour 30 000 heures, je ne sais n'importe quoi, il n'en fait que 20. Il y a bien une raison. 60% de ces raisons, un roulement qui peut la bien monter, c'est les interventions extérieures de l'homme sur ce roulement, et il n'y en a pas 36, c'est le graissage. On vient faire une mesure physique sur notre palier, le niveau de friction, qui au-delà de nous indiquer l'état de défaillance de notre palier, va nous indiquer le niveau de graissage et la nécessité ou pas de graissage. C'est hyper important. C'est la seule technologie que je connaisse en tout cas qui permet de gérer le graissage par une mesure physique sur le palier et non pas par des fréquences fixes et des quantités fixes données par un constructeur de roulement dont il a testé ses roulements sur des bancs de test dans sa belle usine, qui, chacun des milliers de roulements qu'il produit, ne sera jamais monté, ne fonctionnera jamais dans les conditions desquelles il a été testé. C'est comme la voiture qui dépense 4 litres ou 3 litres 8 au 100, ok, c'est sur un circuit, sans vent, sans rien du tout. Sur l'autoroute, même si je fais attention, je ne dépenserai jamais ça. On est exactement dans ce cas-là. Donc voilà pour le principe. Donc les pompes, je vous en ai parlé. Là, je peux vous faire écouter le bruit de cavitation d'une pompe si vous voulez. Si ça fonctionne, normalement il n'y a pas de raison. La cavitation pour les pompes, vous entendez ce crépitement? Alors j'ai pas l'équivalent sans cavitation. La cavitation, je suis toujours dans les temps. Super. Je me méfie parce que... Au revoir. La cavitation. La cavitation, pour les gens qui ont des pompes, qui connaissent les pompes, c'est ni plus ni moins que l'explosion de petites bulles d'éléments pompés sur les parties extrêmes des éléments pompants, ailettes ou pas. Ces petites bulles de liquide ont la fâcheuse tendance de venir détruire, endommager mes éléments pompants, mes pales, mes ailettes. Ce qui veut dire que j'ai une pompe qui a une capacité de pompage et de pression lambda quand je l'achète, à certaines caractéristiques, et qui ce faisant est en train de perdre ses caractéristiques. Typiquement, sa capacité à monter en pression et ses capacités de débit. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il se passe quelque chose dans mon process. C'est souvent les gens du process de la production qui m'alertent, à moi qui fais de la maintenance, si je ne fais pas de suivi particulier. Pourquoi? Parce que j'ai un retour là-dessus. Ah, j'ai pas de débit, j'ai pas de pression. Ok, très bien, je vais voir la pompe. Il y a plus d'air là-dedans que de ce que je suis en train de pomper. Ces petites bulles en question, elles vont créer une friction dans le corps de ma pompe. Cette friction va créer de l'ultrason. Cet ultrason va venir se retrouver absorbé par la partie métallique du corps de ma pompe. Ce qui veut dire que si par contact, toujours de la même façon, je viens écouter le corps de ma pompe, comme le médecin qui vient écouter mon cœur avec son stéthoscope, je vais entendre ou pas, sinon qu'il y en a ou pas, l'image sonore irrégulière qui correspond à cette cavitation. Une pompe qui ne cavite pas, je vais entendre un flux régulier. Une pompe qui cavite, celle-là elle cavite un peu. Je vais entendre des choses moins régulières comme ça. Quoi qu'il en soit, que j'entende, même si je suis sourd, j'en enregistre la valeur en dB, je la suis. La pompe qui commence à caviter, je vais commencer à le voir ici.
ces fréquences, ces périodes de mesure ainsi que ces niveaux d'alarme là, avec cette stratégie, quand on implémente ce genre de solution chez nos clients, il y a une formation de 2 jours sur site. Je le redis, on part d'une page blanche. Plus la page est blanche, mieux c'est pour les gens, mieux c'est pour nous. On ne part pas avec des idées préconçues, on ne part pas avec des choses, l'esprit déjà formaté. On vous apprend aussi bien ces fréquences que ces niveaux d'alarme. Là, ils ne sortent pas des chapeaux, on ne les invente pas. On les met en place de façon méthodique, procédurière. On vous donne la procédure, on la fait pratiquer, de sorte à ce que je puisse renouveler ça sur tout ce qui tourne. Le principe, c'est le même. Que j'ai un palier, que j'ai un réducteur, que j'ai une pompe, que j'ai... Voilà, le principe c'est le même. C'était pour vous parler de pompe. Ce qu'on sait faire encore, c'est s'attaquer à des choses, à des paliers qui ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que si, c'est bien beau de dire je crée une ronde d'inspection dans cet appareil, avec ce module qui est aimanté, oups, je vais le dépluguer, avec ce module qui est aimanté, je viens faire le tour de mes paliers, je prends mes mesures en 30 secondes, ça correspond à la ronde d'inspection que j'ai mis, parfait, très bien. Maintenant, j'arrive sur une machine qui est caractérisée, ou dont le palier se trouve à 10 mètres devant moi, ou je ne sais pas où, et bien on va faire la même chose avec ce type de capteur fixe. C'est-à-dire que je vais venir ici, visser une pastille sur le capteur, qui sera fixée, collée ou vissée sur le palier, et que je vais venir donc recueillir cette information, mesurer cette information qui m'arrive sur l'appareil. Ça, il y a aussi des boîtiers qui permettent de connecter, comme vous le voyez là, plusieurs capteurs, entre 8 et 12. Donc, capteurs fixes qui sont reliés sur les... On est toujours dans la partie manuelle. Ce qu'on sait faire encore, on était for cost. For cost en anglais, ça veut dire prévoir. C'est la même chose que tout ce que je viens de vous dire, mais en automatique. C'est-à-dire que ces capteurs, ils sont connectés à un autre boîtier qui a de la mémoire, qui est intelligent et qui est piloté par le même logiciel. C'est-à-dire que je vais lui dire, pour chacun des paliers, je vais faire ce travail-là de relevé et de suivi. Je vais paramétrer avec le logiciel le boîtier et il va venir faire mes relevés tout seul. Maintenance 4.0, c'est-à-dire je vais lui paramétrer les fréquences d'acquisition. Alors en général, ce genre de système de supervision et d'acquisition automatique sont mis en place sur des systèmes critiques dont je souhaite avoir un monitoring en temps réel. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre ça, je ne vais pas mettre des capteurs fixes sur des petits paliers, sur des petits robots, sur des petits, je sais pas moi, sur des choses pas importantes, pas critiques dans mon usine. Par contre, quand j'ai besoin de savoir en temps réel et d'être alerté en temps réel d'une défaillance sur des équipements critiques, sur un palier, je vais mettre en place ces fameux capteurs et je vais programmer en principe ici les fréquences d'acquisition. Je peux lui demander de faire une acquisition toutes les minutes. Ce qui se passe en général, c'est que ces fréquences d'acquisition, elles sont journalières. C'est-à-dire que on peut aller de 1 minute à 1 an, mais ce qu'on voit en principe, c'est le jour. C'est-à-dire que tous les jours, il vient me faire une mesure. Et il regarde s'il est en alarme ou pas. S'il est en alarme, il va faire 2 choses. Il peut en faire plusieurs, mais essentiellement, il en fait 2. Il va m'envoyer un mail en me disant tu es en alarme sur ce palier et tu as cette valeur en décibels. Et il va automatiquement m'enregistrer le spectre que vous avez eu sur l'appareil dans l'autre logiciel et me l'envoyer dans le mail. C'est de sorte à ce que si ici j'avais également pris le spectre lors de ma prise de référence, je vais pouvoir, si tout ça m'arrive sur le même PC, en 2 clics, venir superposer le spectre du palier quand il était en alarme, la forme d'onde du palier quand il était en alarme, de la forme d'onde lors de cette référence. Et là, je vais voir d'un seul coup d'œil, il y a une chose à regarder, si ça correspond bien à un problème du palier, ou si, je ne sais pas moi, avant d'aller diagnostiquer quelque chose, il faut s'assurer de la véracité de la mesure. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas, mais je confirme ça. Et deuxièmement, je vais pouvoir dire, par une analyse de ce spectre, quelle est la partie de ce palier qui est défaillante. Ça, par contre, c'est l'équivalent de l'analyse vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a dans le deuxième logiciel un calculateur de roulement qui, si on donne la vitesse de rotation, le nombre d'éléments, va permettre de connaître les fréquences de chacune des parties du palier. Si je suis en alarme, ça veut dire qu'il y a un défaut dans mon palier qui se traduit par un pic de fréquence. Et ce pic de fréquence, il y a bien quelque chose qui va créer là-dedans. Il va correspondre à une des fréquences de chacune des parties du roulement. Ça, c'est pour des choses plus critiques. Ce système d'acquisition continue, pardon. Mais c'est tout à fait pertinent. C'est d'abord pertinent, j'y reviens, vu la précocité de détection des ultrasons.
Le but de ça, c'est d'avoir l'information tôt. Ce que je ne veux pas, c'est de subir la casse. Je veux mettre tout en œuvre. Hein, j'y reviens à la maintenance prévisionnelle ou prédictive maintenance. C'est d'éviter ça. Pourquoi ça fait 45 ans que ça existe aux États-Unis? Pourquoi on est encore en Europe et en France, et c'est à peu près pareil dans tous les pays d'Europe, sur une technologie nouvelle? Il n'y a pas 36 raisons, il n'y en a qu'une. Les Américains, ils ont pas plus envie de faire des roulements ultrasonores que nous. Par contre, il y a une chose qui les intéresse peut-être plus que nous, ou sur laquelle ils sont plus focalisés que nous, c'est la perte du billet vert quand la ligne de production s'arrête. On a tous les ans une présentation en Floride d'études de cas de clients qui veulent présenter ce qu'ils font de ce matériel. La dernière que j'ai vue, en plus c'était un responsable de maintenance et son adjoint d'une usine Nissan, je ne me rappelle plus dans quelle était là-bas, donc ça fait même partie de mon gouvernement, qui nous a dit, le gars, le premier arrêt de prod lié à une case de roulement, je perds mon bonus. C'est le responsable de maintenance avec son adjoint qui faisait la présentation. Le premier arrêt, je perds mon bonus. Le deuxième, c'est lui qui me remplace en montrant son adjoint. C'est à l'américaine, c'est exagéré, c'est too much comme chaque fois là-bas. Le fait est, c'est que pour le moment, on parle de plus en plus de maintenance 4.0, c'est super. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la philosophie, la stratégie, c'était de dire qu'un technicien ou un ingénieur de maintenance, il travaille en France ou en Europe, quand j'ai une machine arrêtée, il se retrousse les manches, il se met des combos jusque-là, il fait une action, il va commander un roulement qui arrive à l'aéroport, qui paye je ne sais pas quel prix, et un jour plus tard ou 2 jours plus tard, ou le temps qui va bien après, il rend la machine. Là, il a travaillé, il a fait une action. Le problème, c'est que quand on en arrive là, il y a quelque chose dans la chaîne d'information et de décision entre le moment où j'arrive à avoir une information comme ça et le moment où ça a cassé. J'ai eu tout ce temps, il y a un truc qui n'a pas fonctionné là-dedans. Le but de l'ultrason, si vous avez une chose à retenir dans cette présentation, pour la partie machine tournante, l'énorme avantage de l'ultrason, c'est la précocité de détection. Il me faut peu d'énergie pour créer mon signal. Quand je fais ça, si on était... Je pourrais le faire aussi, mais regardez, attendez, puisqu'on... Non, on n'a pas... J'ai pas le haut-parleur connecté à l'appareil. Quand je fais ça, je crée un niveau ultrasonique. Quand je fais ça. Vous imaginez qu'un roulement qui tourne, même s'il est bien graissé, bien monté, pas défaillant, quoi que ce soit, il a déjà un niveau de friction suffisant pour le créer, ce niveau. Il faut peu d'énergie, c'est ça le nerf de la guerre. Si, avec peu d'énergie, je crée ce signal, et que derrière je mette, et c'est ça notre job, l'outil qui va bien pour le détecter, pour l'enregistrer, pour le suivre dans le temps, j'ai bouclé la boucle. Après, il me manque la partie logicielle pour la mettre en musique. Voilà. Monsieur Guillon. Super, merci beaucoup Daniel. On peut aller évidemment un peu plus loin si vous avez des questions. Moi j'en ai une tout simplement, c'est est-ce que, à mon avis, c'est quand même, ça a l'air assez simple à mettre en œuvre. Malgré tout, il y a quand même des choses à prévoir avant justement d'implémenter ce genre de technologie, de les utiliser. Quels sont en quelques mots les préconisations que tu nous donnes, c'est ça, monsieur. Il y a un adage dont j'oublie toujours l'ordre des choses, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il faut adapter la mesure et les actions correctives de ces causes à ces causes. Le but, c'est de ne pas prendre un canon, pour le dire de façon plus simple, c'est de ne pas prendre un canon pour tuer une mouche. Il y a une chose que l'industriel sait, qu'on ne sait pas, c'est la criticité de ses équipements. La connaissance de son installation, la criticité de ses équipements. Je suis sur un équipement unique à tel endroit, il y a quelque chose à faire. Je suis sur un petit, je sais pas, un convoyeur où il y a 250 rouleaux, même s'il y en a un qui a un petit roulement qui à un moment donné se coince ou je sais pas quoi, ouais, ça va peut-être pas m'arrêter toute l'usine. Le premier des critères, la première des informations cruciales à mettre en place, vraiment qu'on recueille et pour laquelle on a des questionnaires même, qu'on adresse aux gens chez qui on implémente ça, c'est celle-là. Avec ça, on va déjà choisir les équipements que l'on va suivre. Et on va commencer par les équipements uniques, les équipements critiques. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est avec l'information de l'industriel. La deuxième des choses, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais plus dans quel sens je vais, la deuxième des choses, c'est deux choses. La périodicité de mesure. Est-ce que je fais une mesure tous les jours, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, pour schématiser. Et la deuxième des choses, c'est les niveaux d'alarme. Alors, les niveaux d'alarme, je vais commencer par le plus simple, le plus mathématique entre guillemets, les niveaux d'alarme, on n'invente rien.
Ces deltas-là, ils sont relatifs, ces deltas-là sont relatifs aux valeurs qu'on a sur les références à l'instant T0. C'est-à-dire que ces références-là, c'est la référence aujourd'hui. Le temps commence aujourd'hui. Quand on va prendre ces références, on va tomber sur 3 catégories de roulements. On va tomber sur des roulements parfaits, on va tomber sur des roulements qui sont déjà peut-être un petit peu faillants, qui ont juste un manque de graisse, et on va tomber sur des roulements qui, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas été suivis, mais je sais pas quoi, sont déjà défaillants. Peu importe, on va prendre la référence. Et par rapport à cette référence, on va faire du suivi. Le premier des paramètres qui va influer sur les périodes d'acquisition, c'est le niveau de cette référence et la signature sonore. Est-ce que je suis sur un bon roulement, sur un roulement qui avait déjà juste besoin d'un peu de graisse ou qui est déjà défaillant? Vous comprenez comme moi que si je tombe sur un roulement qui est déjà défaillant, peut-être que les périodes, je vais les rapprocher un petit peu. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est ce qu'on fait au départ. Après, il n'y a pas 36 choses. Et c'est là où cette méthode est intelligente, entre guillemets, en tout cas, moi, je la trouve fine et astucieuse. C'est de dire qu'on va adapter et optimiser et ces fréquences et ces niveaux d'alarme au vécu de chacun des paliers. C'est-à-dire que vous avez des paliers, vous croyez IEZ au départ qu'il allait falloir les mesurer tous les mois. Alors que s'il fonctionne, je dis bien, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, s'il y a le tour qui tombe sur la machine, c'est une autre histoire. Mais on a d'énormes surprises là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des équipements critiques qui sont hyper stables. Il y a des équipements qui sont moins critiques, qui ont besoin, qui ont des variations, des fluctuations bien plus importantes et qui vont nécessiter l'adaptation de ces périodes de rapprochement. Ça, c'est le palier qui nous le dit. C'est-à-dire qu'on considère, on fait du relatif. On considère que ce palier, ce roulement, il est monté sur ce palier, il a sa vie sur ce palier. C'est comme moi qui achète, je sais pas, qu'est-ce qui est propre, une paire de chaussures. On la forme toute à notre pied, elle va durer un certain temps chez moi, la même paire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si je suis la méthode, ça demande une petite effort de mise en place au départ, de créer ces rondes, de faire cette acquisition, de prendre ces références. Ça, c'est vrai. Ça se fait pas tout seul. On aide, on est là. En principe, ça passe bien parce qu'on est là, on aide, on forme, on accompagne. Mais une fois que j'ai fait ça, la mesure, il me faut 3 secondes pour la prendre. Il me faut 3 secondes, l'appareil me dit de suite. C'est ça le nerf de la guerre aussi. C'est de détecter tout et de ne pas avoir besoin d'analyser des fréquences pour. J'ai une valeur noire ou rouge, c'est tout. Pour l'opérateur qui prend ces valeurs, la seule chose qu'il a à regarder, à la limite, c'est de ne pas être daltonien. C'est de savoir si cette valeur-là, vous l'écrivez à noir ou en rouge. Si j'ai correctement paramétré ces niveaux d'alarme, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Et l'enregistrement, il y a même un mode automatique où il enregistre tout seul le signal. Après, il faut faire attention à l'automatique quand même, parce qu'à force de tout mettre en automatique, on perd on ne sait plus ce que fait l'appareil. Mais moi, je vous dis, juste pour faire une dernière anecdote, un résumé raccourci, l'adage qu'on a, mes collègues européens et moi, par rapport à nos collègues américains, aux sociétés américaines, c'est qu'on leur dit tout le temps, ça c'est fait, je ne suis pas pro ni anti-américain, on leur dit c'est fait par des Américains pour des Américains. Les Américains, ils sont, le mec qui fait ça, il fait pas autre chose. Et il réfléchit pas, il réfléchit beaucoup moins que nous. Si on lui mâche pas le travail, si on ne rend pas quelque chose de simple, de basique et de, entre guillemets, ludique, il va pas le faire. Et c'est pareil pour nous d'ailleurs. À part que la charge de travail en Europe est différente de ce qu'ils ont là-bas. Mais très bien. Donc une solution qui permet de trouver chaussures à son pied pour mieux marcher, on peut peut-être résumer ça comme ça. C'est en tout cas d'anticiper avant d'avoir mal au pied. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de mauvaises questions, hein. J'espère avoir été clair. Il y a aussi des questions peut-être plus privées, si vous voulez voir Daniel Mazière à l'issue de la conférence, n'hésitez pas. Si vous voulez, pour ceux qui sont arrivés tard, je ne sais pas si je le redis, si vous la voulez cette présentation ou quoi que ce soit, il y a un petit tableau qui circule avec les adresses mail. Et sinon, elle sera également rediffusée sur le site du CEPEM, CEPEMindustrie.com, .fr, enfin, en tout cas, ça sera en ligne dans les jours qui suivront. Merci beaucoup. Merci bien. Très bonne journée.